Voici le journal communautaire. Présenté par Patrick Zic. Présenté par Isabelle Pirate. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le journal communautaire de ce vendredi 2 avril. Un journal que je présente pour la dernière fois sans l'irremplaçable Patrick Zic. Vous nous retrouverez tous les deux la semaine prochaine. Journal donc spécial Pessard ce midi. L'historien et linguiste Emmanuel Attias sera notre invité dans quelques instants. Les coutumes de Pessard décryptées, elles n'auront plus de secrets pour vous. Je vous propose sans plus tarder d'écouter l'interview réalisée hier matin. Bonjour Emmanuel Attias. Bonjour Isabelle. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir dans ce journal communautaire. Alors, c'est le dernier, il sera consacré à la fête de Pessard. Vous êtes, Emmanuel Attias, actuellement en congé à Strasbourg. Vous avez un peu de chance, vous êtes en famille. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de préparer vos reportages, de nouvelles chroniques pour la radio et votre page Facebook Patrimoine et Culture du Judaïsme. Oui, tout à fait. Chaque fois que je me rends dans une région quelconque d'Europe, j'essaye de lier l'utile à l'agréable, soit d'aller voir ma famille en Alsace et en même temps de mener des reportages dans cette extraordinaire région qui regorge de vestiges du patrimoine juif, mais également de communautés encore bien actives. Et donc on essaie de mieux les faire connaître, ces synagogues, ces mains rituels, ces cimetières, voilà. Et ça a été l'occasion pour vous de faire un peu un baptême du feu avec l'arrivée des vidéos sur votre page Facebook. Oui, alors j'en avais déjà mené cet été lorsque j'étais en Grèce et l'année dernière en Italie. J'avais un petit peu débuté, mais là disons que ça se professionnalise de plus en plus. J'essaie de trouver de nouveaux moyens de communication de sorte à donner davantage envie aux gens de découvrir ce fabuleux patrimoine juif à travers l'Europe, le bassin méditerranéen. Et disons que le succès est plutôt au rendez-vous puisque la dernière vidéo cumule déjà plus de 5000 vues en moins de 72 heures. Donc on peut dire que... Plutôt un beau succès. Que le résultat se fait sentir. Et j'invite bien évidemment, nos auditeurs connaissent votre page, Emmanuel, mais je les invite vraiment à se rendre, sur cette page Facebook Patrimoine et Culture du Judaïsme pour se laisser, un peu tenter, être curieux et regarder les vidéos, lire vos articles qui sont toujours évidemment très passionnants. Et je sais que vous passez de très nombreuses heures derrière. Il y a un travail juste gigantesque. Et évidemment, pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps de lire, on retrouve Patrimoine et Culture du Judaïsme aujourd'hui, donc à 14h45. Enfin, pas aujourd'hui, je dis une bêtise. On vous retrouve tous les vendredis. Sauf aujourd'hui, voilà. Alors sauf aujourd'hui, puisque comme nous faisions effectivement l'interview ce matin, on s'est dispensé de faire une redite au cours de l'après-midi, mais généralement, effectivement, de manière hebdomadaire, on peut me retrouver à 14h45 le vendredi. Et on vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Alors nous allons revenir sur cette fête de Pessard, elle touche à sa fin et on va s'intéresser à la Mimouna. C'est une coutume qui vient des Juifs marocains. Elle existe environ depuis 3 siècles. Quelles sont justement les coutumes, les symboliques qu'on retrouve lors de la Mimouna ? Alors effectivement, c'est une fête un petit peu étrange, je dirais même non conventionnelle, puisqu'on ne la retrouve que de manière très localisée. Elle est régionale, on va dire. On la retrouve donc chez les Juifs séfarades du Maghreb, et plus précisément dans les communautés juives du Maroc. Alors au Maroc, mais également à travers le monde, parce que cette fête s'est exportée dans les communautés juives marocaines du Canada, à Londres, en Israël, où c'est devenu une véritable institution. Les années où il n'y a pas de confinement, on peut même voir le Premier ministre ou le président de l'État y participer, alors qu'ils sont de manière générale plutôt ashkénazes. Donc c'est devenu un rassemblement communautaire très important dans l'État hébreu. Ça s'est institutionnalisé avec les années, alors que c'est une tradition assez récente, comme vous l'avez précisé, environ 3 siècles. Alors 3 siècles et en plus avec des origines assez singulières. On ne sait pas exactement d'où ça vient et qui l'a institué. On retrouve différentes appellations, différentes origines possibles. Certains l'associent au nom du père du Rambam, Maïmon ben Yosef Hadayan, dont c'est la Iloula le jour même, c'est-à-dire que le 8e jour de Pessah, c'est son anniversaire de décès. Alors certains voient
voit dans Maïmon et Mimouna un rapprochement sémantique. D'autres y ont vu quelque chose de plus symbolique, Mammon, l'argent. Effectivement, la fête de Pessah a des demandes de profit. D'ailleurs, les Marocains à la fin disent terbah ou terbou au pluriel, qui veut dire que tu puisses t'enrichir, que tu puisses te renforcer. Certains commentateurs y voient davantage le mot mimoun, qui en hébreu et en judéo-arabe signifie la chance. Effectivement, le mois de Nissan est associé à l'idée de sauvetage humain. Vous trouvez dans l'appellation Mimoun. Voilà, donc un certain nombre d'appellations, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui en est à l'origine, mais toujours est-il que les plats traditionnels sont faits de céréales, puisque le but c'est justement de couper. Voilà, ça marque la fin des interdits alimentaires. C'est ça, les interdits alimentaires spécifiques de Pessah, au cours desquels on n'a pas pu consommer un certain nombre de céréales qui sont prescrites dans la Bible, qui sont interdites, on va même dire dans la Bible, dans le livre de l'Exode notamment, et puis d'autres qui ont été instituées par les rabbins du Talmud entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. Donc voilà, c'est une manière de couper, et il est de tradition, alors chez les juifs du Maroc ou chez les juifs de la région de Tlemcen en Algérie, de consommer du couscous ou encore des moufletas. Ce sont des sortes de crêpes faites de pâte à baigner. Voilà, des traditions que j'ai bien connues moi-même alsacien, parce que la communauté marocaine est particulièrement traditionnaliste à Strasbourg, et c'était l'occasion d'un très grand rassemblement communautaire auquel se joignaient y compris de nombreux Ashkénazes lorsque j'étais enfant en Alsace. Alors, même si nous avons bien compris que cette tradition de la mimouna, c'est très vite installé dans plusieurs pays, mais c'est surtout quand même une tradition séfarade, mais chez les Ashkénazes. Alors, on va changer un peu d'ambiance, hein. C'est pas tout à fait la même chose. On va retrouver, alors j'espère, Emmanuel, que vous allez me pardonner pour la prononciation, parce que je ne parle pas autant de langues que vous. Quelque chose qu'on peut traduire comme le remue-ménage, c'est la Rumpelnacht. Ah, mais vous le prononcez très très bien, Isabelle. Alors vous savez, je me suis quand même entraînée avant l'interview plusieurs fois. Ah, je me disais aussi. Alors la Rumpelnacht, c'est effectivement une véritable institution en Alsace. Tous les juifs de tradition juive alsacienne ou rhénane savent à quoi correspond ce nom. Alors si dans le judaïsme marocain, on associe la fin de la fête de Pessah à un moment de réjouissance, de festivité, de poursuite de la joie. Chez les Ashkénazes, sans vouloir faire de mauvais clichés, on va dire que c'est plutôt l'austérité qui prédomine ce soir-là, puisque il est question de tout ranger. Donc c'est un véritable branle-bas de combat pour ramasser toute la vaisselle de Pessah, pour ranger dans les placards attitrés tout ce qui a été sorti à destination de la fête pendant les 8 jours, et de sorte à remettre en place ce qui précédait avant le début des festivités. Alors chez certains, ça s'accompagne d'une havdalah, non pas sur le vin, mais sur des céréales. Alors en Alsace ou dans la vallée rhénane, c'est plutôt de la bière, donc de l'orge, du malt, donc ce qui a été interdit, une manière de dire nous pouvons maintenant renoncer aux prescriptions spécifiques de la fête de Pessah. Et on retrouve déjà cette tradition, y compris donc au XVIIIe siècle, donc il y a 3 siècles, vraisemblablement à la même période, donc la Mimouna séfarade. Eh bien, on retrouve chez le Gaon de Vilna, donc en Lituanie, la volonté de rompre avec une havdalah faite sur une boisson quelconque, mais à base de céréales interdites. Et c'est cité d'ailleurs dans le Mishnah Brura, qui est, on va dire, la seconde Bible des Juifs ashkénazes. Donc là aussi, une tentative de rompre, mais qui est beaucoup plus courte et peut-être moins festive que chez les Juifs séfarades. D'où vient cette tradition justement un peu plus austère, de rangement, peut-être un peu plus, un peu moins festive et un peu moins expansive peut-être? J'ai envie de dire, sans faire de la sociologie de bas niveau, que les Ashkénazes ont un côté un peu plus rigoureux. Il y a une volonté de ranger très très rapidement et de passer à autre chose. D'autant plus que les jours qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot sont des jours marqués par l'austérité, marqués par le deuil, puisqu'ils correspondent... La période du Homer, tout à fait.
C'est ça, voilà, la période du Homer, qui est établie comme un décompte dans la Bible, a été associée à partir de l'époque mishnaïque, l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire il y a environ 1800 ans, comme une période de deuil, puisque c'est à ce moment-là, effectivement, que les 24 000 disciples de Rabbi Akiva, un des grands maîtres de la Mishnah, sont décédés lors d'une épidémie. Et donc peut-être que c'est une manière de rentrer d'une certaine façon pour les Ashkénazes dans cette période de deuil et de marquer justement cette transition entre les fêtes et l'ère qui s'accompagne d'austérité ensuite pendant les 7 semaines qui précèdent la fête de Shavuot. Enfin, un petit peu moins de 7 semaines, on va peut-être le voir ensuite. Tout à fait. Bah, écoutez, vous me tendez une perche parce que voilà, nous sommes rentrés dans cette période du Homer, donc 40 jours avant Shavuot, donc qui représente les 40 années passées dans le désert. Alors, qu'est-ce que représente concrètement cette période et qu'est-ce que signifie le mot Shavuot? Alors, un peu plus que 40, quasiment 50. Le mot Homer, pardon, excusez-moi. Alors, le mot Homer, c'est une forme d'offrande. C'est une forme de don qui est apporté au temple. Et d'ailleurs, il y a un débat dans la Mishnah pour savoir s'il fallait poursuivre la célébration du Homer. Donc ça a donné lieu à des échanges, ce qu'on appelle dans le vocabulaire talmudique une marloquette. Et il a été établi par le Rambam qu'effectivement le décompte du Homer devait se poursuivre, même s'il n'y avait plus de temple aujourd'hui. Alors, de nos jours, cette pratique, cette prescription biblique qui est établie dans le Lévitique et dans le Deutéronome, consiste en fait à énumérer dans un ordre décroissant les jours jusqu'à l'arrivée de la fête de Shavuot, qui veut dire les semaines, puisque ce sont justement 7 semaines qui vont être décomptées comme une manière de célébrer l'impatience qu'avaient les Hébreux dans le désert après la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah. Donc une manière de se rapprocher du divin, de l'échéance lors de laquelle Dieu est plus proche que jamais de son peuple, puisqu'il lui donne, génération après génération, à nouveau sa loi. Et c'est une période très particulière, il n'y a aucune réjouissance, on continue à faire les circoncisions, bien évidemment, les bar mitzvahs, mais par exemple, sans musique. Alors, voilà, bar mitzvah, de toute manière, ça signifie simplement qu'on a accompli les 13 premières années de sa vie. Donc, être bar mitzvah ne nécessite absolument pas de faire de fête avec un DJ ou de s'amuser. Être bar mitzvah, on est bar mitzvah. Mais par contre, effectivement, la fête devra être poussée ultérieurement, c'est-à-dire à l'issue, pour les séfarades, de la fête de Shavuot, pour une majorité des Ashkénazes à l'issue du 33e jour. On trouve effectivement cette date limite de 33 jours dès le XIIe siècle chez Abraham de Lunel. On est sur une radio marseillaise, donc on va essayer de citer un auteur de la région. Abraham de Lunel, donc qui est un rabbin provençal, rapporte qu'au 33e jour de l'Homer, chez les Juifs du nord de la France comme les Juifs de Provence, on avait tradition d'amoindrir les conditions de deuil. Et un contemporain, Éléazar de Worms, dans la vallée Rhénane, dit lui aussi effectivement qu'à partir du 33e jour, on pouvait commencer à recélébrer des noces. Donc les mariages étaient à nouveau un peu autorisés à partir du 33e jour, sans pour autant tomber dans des festivités... faut que ça reste mesuré, bien sûr. Ça devait rester mesuré jusqu'au 49e jour. Donc, par exemple, les Ashkénazes peuvent se raser à partir du 33e jour. Certains séfarades les ont rejoints d'ailleurs, puisque aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a une réappropriation de certains rites, de traditions voisines. Mais jusqu'au 33e jour, il est d'habitude prescrit de ne pas se couper les cheveux, de ne pas trop marquer d'attention vis-à-vis de son physique, un peu comme dans une période de deuil pour un proche. C'est un peu aussi peut-être une période d'introspection, de réflexion aussi sur ses actions. Mais tout à fait, puisque justement on s'achemine vers le don de la Torah, vers la fête de Shavuot qui célèbre l'attribution de la loi au peuple juif. Il faut être prêt à la recevoir. C'est ça, il faut être prêt. Et c'était aussi
un chemin sans retour pour les Juifs dans le désert qui s'étaient mal comportés à un certain moment. Et donc Dieu leur a dit, voilà, je vous donne un certain nombre de semaines pour vous purifier, pour vous rendre aptes à recevoir cette loi que je n'ai pas donnée à n'importe qui, que j'ai même refusée aux anges. Et donc, il faut s'en rendre digne. Et à cet égard, il y a une manière de s'y préparer psychologiquement, spirituellement. Et donc, on va renouveler les prières. Et il est de tradition, par exemple, pendant cette période, le Shabbat à Mincha, c'est-à-dire le Shabbat après-midi, de lire des textes qui sont de la littérature mishnaïque, mais qui ne sont pas directement inscrits dans la Mishnah elle-même, qu'on appelle les Pirkei Avot. Et c'est un recueil de citations, de proverbes, dans les siècles qui ont précédé l'écriture du Talmud et jusqu'à, on va dire, la fin du Talmud. Donc, c'est, voilà, depuis l'ère des Gaonim, c'est-à-dire le 7e, 8e siècle, on a l'habitude, le samedi après-midi, de lire ces textes qui nous encouragent à nous améliorer et renforcer nos midot tovot, c'est-à-dire nos valeurs de justesse, notre chesed, c'est-à-dire notre bonté à l'égard d'autrui. Voilà, une manière de se renforcer spirituellement et de se rendre plus pur. Emmanuel Attia, j'espère que nos auditeurs, je suis sûre, enfin je n'espère pas, j'en suis persuadée, voilà, apprécient donc à chaque fois voilà cet éclairage historique que vous apportez sur nos ondes. Nous aurons sûrement l'occasion de nous reparler pendant cette période du coup du Homer pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre des fois un peu ce qui se passe derrière, un peu les significations, les symboliques. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Je sais qu'il est précieux puisque vous êtes en famille. Mais je vous remercie à mon tour pour la confiance que vous m'accordez chaque fois et je souhaite d'excellentes fins de fête, Pessah Kasher Vesamer à tous les auditeurs et j'espère les retrouver très prochainement. Le journal communautaire arrive malheureusement à sa fin. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Shabbat rentrera à 19h48. Au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite de très belles fêtes.